9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec le journaliste, grand reporter, chroniqueur international au Figaro, Renaud Girard. Bonjour Renaud Girard. Sur les questions Trump, son pari qui est risqué pour certains, de discuter aussi avec Poutine et puis surtout de renouer un lien États-Unis-Russie dans le contexte actuel. Alors de toute manière, il faut probablement discuter, mais comment juste d'un mot de commentaire quand même, puisque vous courez le monde depuis plus de 30 ans, hein, vous êtes jeune, mais tout de même, la période que nous vivons, elle est quand même incroyable, quoi. Non, oui, par rapport à tout ce que vous avez connu. Alors vous avez couvert justement ce qui s'est passé, la chute du mur, bien sûr, il y a quelques années, qui était déjà un moment incroyable. Il y a eu aussi les guerres, évidemment, en Irak ou la guerre au Kosovo. Mais là, ce que l'on vit aujourd'hui, non ? Approchez-vous bien du micro, en fait. Oui, non, mais c'est un vrai renversement des alliances. C'est même un renversement de la politique étrangère. Parce que, si vous voulez, il était assez clair que après la chute de l'Union soviétique, la vie internationale avait renoncé à ce qu'on appelait un peu les zones d'influence. Il y avait la zone d'influence, évidemment, de l'Union soviétique en Europe orientale. C'est plus qu'une zone d'influence, c'est une zone de contrôle. Il y avait les États-Unis d'Amérique en Amérique latine. Et puis, avec la chute du mur, on avait abandonné tout ça. Vous vous souvenez, c'était à l'époque d'ailleurs que Panama avait repris sa liberté, etc. Et évidemment tous les pays de l'Europe de l'Est. Et là, on assiste à un retour à une politique des grands empires, pas des petits pays comme la France qui ont perdu leur zone d'influence en Afrique, mais des grands empires qui veulent une zone d'influence. La Chine, très clairement, elle veut la mer de Chine, méridionale, enfin tout son environnement asiatique, elle veut que ce soit un petit peu sa zone d'influence, jusqu'à l'Indonésie, si vous voulez. Les Russes, très clairement, ils disent, attendez, l'Ukraine, Kiev, c'est notre zone d'influence. On peut pas admettre l'OTAN. Donc c'est un retour d'une forme d'impérialisme, quoi. Oui, c'est un retour mais sur les territoires... aux impérialismes, absolument. Et même à certains impérialismes, même de l'après-guerre. Et avec aussi... une révolution parce que l'Amérique a l'air de vouloir abandonner l'Europe. A dit, nous, on va se concentrer sur l'Indo-Pacifique, et vous, les Européens, vous vous débrouillez. Et alors, les Européens se sont un peu floués parce que, à l'invitation des Américains, ils ont abandonné l'achat du gaz russe, qui était pas cher et qui nourrissait leur industrie. Ils ont livré énormément d'armes à l'Ukraine. Ils se sont brouillés avec la Russie. Ils ont surtout vendu pour rien leurs investissements considérables en Russie. Et tout d'un coup, on voit que les Américains font ami-ami avec les Russes et vont reprendre les positions qu'avaient les Européens. Est-ce qu'ils vont faire ami-ami, vous croyez ? Alors, parce que Trump, tout de même... Mais Trump a été assez loin quand même. Il y a eu quand même des votes aux Nations Unies, où, si vous voulez, les États-Unis ont voté avec la Russie, avec la Corée du Nord, contre les résolutions européennes de la France et de l'Angleterre. C'est quand même quelque chose d'inouï, si vous voulez, dans le conflit ukrainien. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les États-Unis ont voté une résolution. On ne parle pas. Il y a une situation de guerre en Ukraine, mais on ne dit pas s'il y a un agresseur, on dit pas s'il y a des territoires occupés, on ne parle pas de ça. C'est une résolution qui dit faut faire la paix, qui est contre la paix. Mais et donc là, oui, c'est une révolution. Il y a eu une déclaration assez importante sur le continent européen ces derniers jours. C'est à peine élu le nouveau chancelier allemand qui a dit les États-Unis semblent indifférents aujourd'hui finalement au sort de l'Europe, du vieux continent. Donc c'est de notre responsabilité, c'est une urgence en Europe qu'on doit se reconstruire quasiment seul, quoi, indépendamment de l'Amérique, quoi, non ? Tout à fait, et c'est une révolution en Allemagne, puisque
Chez nous, le général de Gaulle a toujours été méfiant à l'égard. Il pensait qu'il fallait être ami des Américains, mais que cette alliance n'était pas fiable. Pourquoi il pensait ça, le général de Gaulle? Parce qu'il se souvenait qu'en 1940, Paul Reynaud, travaillait avec Paul Reynaud, le général de Gaulle, avait demandé l'aide des Américains et qu'ils nous avaient dit, face à l'Allemagne nazie, vous vous débrouillez, quoi. Et ils ne nous avaient pas aidés. Ils sont intervenus plus tard parce que, et uniquement parce que les Japonais les avaient attaqués. Donc, nous, on a eu une position toujours un peu à part, nous Français, puisqu'on a considéré, grâce au général de Gaulle, qu'il fallait quand même avoir les moyens de nous défendre nous-mêmes, qu'on pouvait compter sur personne d'autre pour défendre la souveraineté de notre pays. Mais les Allemands, c'était très clair. Il y avait eu, vous savez, dans la réconciliation franco-allemande, il y avait tous les accords entre Adenauer et de Gaulle, et il y avait le traité de l'Élysée, et les députés allemands, le Parlement, vous savez, en Allemagne, c'est le Parlement qui a le pouvoir, avaient dénaturé ce traité d'amitié franco-allemand en disant que en ajoutant un préambule au traité qui avait été signé, en disant que l'Allemagne dépendrait toujours de l'Amérique et de l'OTAN pour sa sécurité. Et voilà, et aujourd'hui, les Allemands disent, en fait, on avait tort, quoi, voilà. Mais comment on fait ? Alors là, comment on fait en Europe aujourd'hui, justement? Parce qu'il ne faut pas oublier que en Europe, l'Angleterre, la Grande-Bretagne n'est plus au sein de l'Europe, quoi. Oui, mais alors dans l'Union européenne. Oui, d'accord, mais enfin, il y a quand même, effectivement, on n'avait pas dans l'Europe commerciale, si vous voulez, mais dans l'Europe politique, elle y est évidemment, et elle est surtout alliée de la France. Il y a ce qu'on appelle les accords de Lancaster House, ça a été fait par Sarkozy et Cameron, et là, il y a vraiment une coopération très importante entre les Anglais et les Français, et notamment le parapluie atomique. Alors chacun a la bombe atomique, les Anglais et les Français ont la bombe atomique, mais le parapluie s'applique à chacun des pays. Vous voyez, une sorte d'aide réciproque. Et ça, c'est très nucléaire, et ça, c'est très important. Et évidemment, d'une Europe qui se défendrait elle-même, d'une Europe autonome en termes de sécurité, le noyau dur serait évidemment la France et l'Angleterre, parce qu'aujourd'hui, en Europe, ce sont les deux pays en Europe occidentale qui ont des armées qui se battent vraiment. Les autres armées, on ne les a pas vues se battre. Qu'est-ce que c'est qu'une armée qui se bat? C'est une armée qui est faite de soldats qui sont prêts à tuer et à se faire tuer. Je connais pas d'autres armées en Europe que l'armée française et l'armée anglaise pour faire ça. Donc ça, c'est le noyau. Qui sont quand même assez fragiles, parce qu'on l'a vu, si jamais il y avait un conflit, sous-armées, on n'a pas de munitions. Voilà. Alors donc il faut rétablir évidemment les constructions militaires. Peut-être serons-nous amenés à rétablir le service militaire comme on l'a par exemple en Finlande. Moi, d'abord, je pense que c'est une erreur stratégique énorme de président Chirac d'avoir abandonné le service militaire tel qu'il existait, parce que ça faisait quand même une union sociale, si vous voulez. Ça mettait tous les jeunes en même temps sous le drapeau, quoi. C'était important, mais enfin, peu importe. Mais il va y avoir évidemment un réarmement de l'Europe, un réarmement matériel et un réarmement moral, du patriotisme, de l'engagement pour la nation qui va être nécessaire. La menace n'est pas imminente, parce que Paris, même Berlin... Certains disent, attention, si on laisse faire Poutine, dans quelques années, il va s'attaquer à l'Europe. Que pensez-vous, vous qui avez un œil avisé, expert? Moi, je pense qu'effectivement, Poutine considère que l'Ukraine, c'est vraiment... ça devrait être une terre d'influence de la Russie, mais il n'y est pas arrivé. L'Ukraine a gardé sa souveraineté. Alors, il va sans doute il va y avoir un partage. Oui, il va prendre 20% de l'Ukraine. Très bien. Bon, les régions du Donbass, le Don, c'est comme comme un fleuve russe, mais je dirais le cœur de l'Ukraine, c'est-à-dire Kiev, Odessa, Kharkov, tout ça va rester quand même ukrainien. Donc en fait, mais pas dans l'OTAN.
Alors ça, c'est là, maintenant, c'est certain qu'il ne sera pas dans l'OTAN, puisque les Américains n'en veulent pas dans l'OTAN. C'est sûr. Ils n'en voulaient pas non plus sous Biden. Se voient demain. Qu'est-ce qu'ils vont échanger d'ailleurs, Zelensky et Poutine, Trump dit bon... Trump va voir Zelensky. Alors Zelensky va lui dire, moi je suis prêt à faire un deal avec toi sur les terres rares, donc tu investis pour la construction, etc. Puis après on se partage à 50-50, mais c'est un accord cadre qu'ils vont signer, ils ne vont pas signer les... Bon, et ça c'est bon pour l'Ukraine, parce que c'est toujours bon pour l'Ukraine de travailler avec les États-Unis d'Amérique. En matière de mines, ils savent ce qu'ils font. Et encore une fois, ce sont des terres rares qui sont sur un sol quasi européen, puisque l'Ukraine est au port de l'Europe, et ça va être exploité par les Ukrainiens et les Américains. Et les Américains. Alors, c'est effectivement l'Europe. Alors là, c'est effectivement ce qui est assez curieux, c'est que Trump, il dit je veux un retour sur mon investissement, parce qu'il a donné, l'Amérique a donné jusqu'à présent à peu près 115 milliards de dollars d'aide qui sont vraiment arrivés en Ukraine. Je veux un retour sur mon investissement. Et en fait, Zelensky a dit d'accord, on va le discuter. C'est de ça qu'ils vont discuter, et Zelensky essaiera d'obtenir quelques engagements de sécurité de la part des États-Unis. Mais vous avez tout à fait raison de dire que l'Europe, on a l'impression qu'elle se fait blouser parce que elle a investi davantage, elle a investi plus de 135 milliards d'euros dans cette d'aide à l'Ukraine, et elle n'a rien en échange. Ou pas grand-chose en tout cas pour l'instant. Allez, nous poursuivons avec vous, Renaud Girard, dans un instant. On va revenir aussi, là on a parlé de l'Europe, on va parler de Trump, de Poutine, et en même temps aussi de la Chine, qui regarde ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on sent un peu que Pékin est un petit peu embarrassé par tout ce qui se passe quand même, et cette négociation directe qui va avoir lieu entre Poutine et Trump. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Que va-t-il se passer, Renaud Girard? Parce que vous l'avez dit, c'est un moment une période assez incroyable quand même, où tout va très vite et les cartes sont rebattues totalement, et on a perdu certaines boussoles que l'on avait il y a quelques années sur le plan international. Là, il va y avoir cette rencontre probablement dans quelques jours entre Poutine et Trump. Qui vont se parler. Qui a le plus à gagner finalement dans cette rencontre? Parce que on dit que Trump est un peu pro-russe, mais par moment il n'a pas envie de céder. Enfin, c'est America First tout de même. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que Trump, il n'a jamais été bellichiste. Il a s'est toujours opposé aux guerres des néoconservateurs américains, c'est-à-dire une frange du parti républicain, mais aussi aidée par des démocrates, ceux qui pensent que la justice est plus importante que la paix. Donc c'est ceux qui ont fait George W. Bush, avec qui Trump s'entend très mal, qui ont fait les guerres d'Irak, de Libye, etc., de changement de régime, on importe la démocratie par la force, etc. Ça, Trump n'y croit pas du tout. Il veut apparaître comme un type qui rétablit le commerce, voilà, c'est très important pour lui, la paix, pour faire du business, c'est un businessman. Et il veut, sans doute, il ambitionne d'avoir le prix Nobel de la paix, parce que ce qu'il dit, en fait, ce qu'il pense, c'est qu'Obama l'a eu pour de mauvaises raisons, que lui pourrait peut-être l'avoir pour de bonnes raisons. S'il avait la paix en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et également à Gaza. À Gaza, etc. Donc voilà, c'est ça ce qui, sans doute, qu'il ambitionne. Mais alors, qui a le plus intérêt aujourd'hui? Le plus intérêt, c'est quand même la Russie. Si elle arrive à prendre ces 4 oblasts, je vois pas comment on pourrait tordre le bras à l'Ukraine. On précise, c'est les régions, les 4 régions du Donbass, c'est comme un peu des gros départements, si vous voulez, qui sont russophones et que Poutine réclame, qui veut annexer, quoi. Et qu'il a déjà d'ailleurs annexé dans la constitution russe. Il y a Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. C'est 4 oblasts. Mais ils s'occupent pas en entier pour le moment. Il y a 15% ou 20% qui est encore aux mains des Ukrainiens. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir obtenir que les Ukrainiens les donnent. Bien sûr, qu'est-ce qu'il peut avoir en échange? En échange, Poutine, ce qu'il pourrait aussi avoir,
d'un accord, c'est ce qu'il veut obtenir, c'est la levée des sanctions commerciales. Ça, c'est l'outil très fort aux mains des Européens, et de Trump. Ouais. Alors, voilà ce qu'il peut gagner. Qu'est-ce que Trump peut gagner ? Son idée, je pense que c'est d'avoir une sorte d'alliance avec la Russie contre la Chine, en fait, puisque c'est l'Indo-Pacifique qui l'intéresse vraiment, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Je pense que l'alliance des régimes, parce que c'est des alliances de régimes totalitaires, ce sont des gens qui pensent que sur des immensités comme la Chine ou la Russie, la démocratie, ça ne marche pas. Ouais. Ils partagent cette opinion, Xi Jinping et Poutine, et je pense que leur alliance va durer, que Trump ne va pas réussir à casser cette alliance, à séparer la Chine de la Russie. C'est-à-dire que Poutine, il a intérêt à garder effectivement un lien assez fort avec la Chine. Et la Chine qui voit aussi d'un bon œil quand même un accord avec la Russie, qui est plus puissante, la Chine, dans sa conquête. S'il arrive effectivement à prendre quand même les oblasts et avoir la levée des sanctions, il pourra dire à ce peuple, j'ai gagné. C'est faux, il n'a pas gagné, parce qu'il s'est fait de l'Ukraine un ennemi pour toujours, alors que l'Ukraine était jusque-là très pro-russe, enfin très ami des Russes. Une partie de la population. Et puis il y avait beaucoup de commerce, il y avait quand même une influence russe considérable. Un homme comme Zelensky, d'ailleurs, ne parlait que russe. Bon. Mais bon, là, ça c'est le passé, évidemment. S'il y a une nation ukrainienne très forte aujourd'hui et une alliance européenne beaucoup plus forte, avec des gens qui sont sortis de leur neutralité comme la Finlande et la Suède, c'est à cause de Poutine. Voilà. Bon. Mais s'il a ce deal avec Trump, eh bien, il pourra sortir la chemise sèche de tout ce conflit en disant, regardez, à son peuple, j'ai protégé les russophones et les russophiles du Donbass, j'ai protégé les Russes, et je suis redevenu un grand de ce monde, puisque je parle d'égal à égal avec le président américain. Poutine n'avait pas supporté quand Obama avait traité la Russie de puissance régionale. Vous vous souvenez de ça, voilà. Alors c'est ce qui peut gagner. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un problème d'ego entre les deux, parce que chacun veut revendiquer une victoire, c'est-à-dire que Poutine veut dire voilà, j'ai gagné, pour le montrer à son peuple qui souffre quand même un petit peu économiquement aujourd'hui, malgré tout, des sanctions, etc. Même si ils n'ont pas eu un genou à terre, comme l'avait dit Bruno Le Maire à une époque. Et puis d'un autre côté, Trump s'est engagé à avoir la paix très très vite. Aussi mauvais en politique étrangère qu'en finance. Qui ça Bruno Le Maire qui a montré qu'il était aussi mauvais en politique étrangère qu'en finance. Ça c'est une parenthèse. Mais sur Trump, lui aussi. Lui, il lui faut un accord très rapide, quoi. Parce qu'il avait dit quand je serai élu, juste après, je sais plus en combien d'heures, ou de jours, ce sera. Il dit que s'il avait été président quand la guerre a commencé, la guerre n'aurait jamais eu lieu. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il aurait fait un deal avec Poutine, parce qu'il est comme ça. Il est prêt à négocier assez rapidement. Mais enfin, ça sert à rien ça sert à rien de refaire l'histoire. Donc, qu'est-ce que Poutine pourrait lui donner à lui, Trump, pour les États-Unis? Pourrait lui dire, oui, le Groenland, c'est dans ta zone d'influence, tu peux prendre le Groenland. Ils peuvent se partager le monde, là. Se partager, en tout cas, le Nord, l'Arctique, etc. Bien sûr, et d'ailleurs, il y a eu des indications de la Russie en disant que si on la laissait tranquille en Ukraine, le Groenland, c'est pas loin des États-Unis. Donc c'est sur ce partage, ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure. C'est une possibilité. Mais maintenant, Trump n'a évidemment pas la marge de manœuvre, la liberté de manœuvre comme capitaine de bateau qu'a Poutine, parce que il y a des contraintes aux États-Unis. Il y a un congrès, il y a des élections dans 2 ans, il y a une justice indépendante, etc. Donc il peut pas tout faire. C'est pas facile pour lui, mais c'est une tendance possible, et c'est pour ça que effectivement les leçons du général de Gaulle, construisons notre propre pouvoir, pas seulement d'ailleurs
militaire, mais aussi, vous vous souvenez, financier et économique, puisque le général de Gaulle avait remis en cause ce qu'il appelait le privilège exorbitant du dollar, vous vous souvenez. Donc ça c'est sûr que Trump, pour les Européens, il réveille incroyablement les Européens en leur disant prenez-vous en main. Il les réveille, mais sauf que on a du mal parce qu'on ne parle pas d'une seule voix. D'ailleurs, c'est Macron qui a voulu aller faire la leçon à Trump en ce début de semaine. La leçon, vous êtes sévère. Il a voulu, en tout cas, il a eu raison parce qu'il faut. Il a eu raison. Oui, il a eu raison. Vous avez vu, au lendemain de son retour, boum, l'autre il nous impose. L'autre, je parle de Trump. 25% de droits. Alors on verra ce qu'il fera sur les produits européens. Il fera 25%. Ouais. Eh bien, j'imagine. C'est vrai qu'il y a un déficit en faveur de l'Europe de 155 milliards notamment de dollars. Avec les Allemands, qui sont assez forts. Notamment avec les Allemands. Est-ce que on verra, mais il y aura sûrement des mesures de rétorsion. Je suis pas sûr que l'économie américaine s'en portera mieux, mais alors, on a un peu de temps en ce qui concerne la sécurité militaire, puisque les Russes ont montré qu'ils étaient quand même pas très bons. Si vous voulez, ils n'ont pas réussi, c'est incroyable. Il faut quand même voir la grande perspective. Non, mais la Russie n'a pas été capable de prendre l'Ukraine. C'est comme si la France allait se faire en une semaine. C'est comme si la France faisait la guerre à la Belgique et n'arrivait pas à prendre Bruxelles, si vous voulez. C'est incroyable. Et donc, c'est quand même un échec. Donc, on a un peu de temps, et c'est sûr que on ne peut plus. Alors moi, je suis pas sûr que, effectivement, je ne crois pas d'ailleurs que Poutine veuille prendre Berlin ou Paris. Maintenant, la Moldavie, même l'Estonie, c'est un peu différent. Et donc, il faut, pour avoir la paix en Europe, il faut préparer la guerre. Et nous avons, dans un monde qui est évidemment plus dangereux, nous avons désarmé considérablement, c'était les gouvernements Jospin, etc. C'était de la folie, bien sûr. Merci beaucoup Renaud Girard d'avoir été avec nous, grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, la partie média et les débats. Et puis ce midi, il y a Jean Lassalle qui sera avec Alexis Poulain notamment.